effectivement, donc moi je travaille sur un courant thérapeutique qui a été développé principalement aux États-Unis, mais s'est développé dans des formes locales un peu partout dans le monde, qui est celui de la thérapie féministe. Ici, pour ce congrès, disons, enfin ce colloque, je me suis plutôt concentrée sur la question de l'émancipation, vous vous en rendez compte, et de la façon dont ce processus d'émancipation est compris comme un processus thérapeutique dans la proposition de ces psy-féministes. Donc, je vais faire une intervention assez brève, qui sera peut-être un peu réductrice, disons, qui ne rendra pas tellement compte de tous les enjeux de ces pratiques, mais je vous laisserai poser des questions, disons, par la suite pour pouvoir développer 2-3 points. Donc, quand je parle de thérapie féministe ici, je parle de ce courant thérapeutique et scientifique qui a été développé depuis les années 60 par des psychothérapeutes féministes. Et quand je dis psychothérapeute, on a une grande majorité aux États-Unis de personnes formées en psychologie, mais ça comprend aussi des psychiatres et des travailleurs sociaux, des conseillers, comme ils appellent ça là-bas, qui ont d'autres formations, des militantes féministes qui ont développé des compétences de conseil et de thérapie, toute une série de choses comme ça. Ça s'est développé dans le contexte notamment de ce qu'on a appelé les groupes d'élévation de la conscience et de cette idée que le personnel était politique et donc il fallait rendre compte de ce qui arrivait dans la vie considérée comme privée à l'époque. Et je parle de ces groupes parce que c'est notamment dans ce contexte-là que ces personnes qui étaient formées en psychologie ou autres se sont rendues compte que les femmes, puisque c'était des groupes réservés aux femmes à l'époque, cherchaient de l'aide auprès de psychiatres, de thérapeutes, etc. et rencontraient des difficultés majeures, des abus sexuels, enfin toute une série de choses qui montrait que l'institution psychiatrique, s'il y avait encore besoin de la montrer, était très oppressive, notamment pour les femmes. Et donc, contrairement à une partie du mouvement féministe sur lequel je reviendrai, qui a rejeté passablement la psychologie et les outils de la thérapie, cette partie-là du mouvement, donc ces psychologues, ont décidé qu'il fallait proposer une alternative thérapeutique aux femmes, mais pas que aux femmes, donc c'est une approche qui est ouverte à tout le monde, qui soit féministe, donc qui a aussi un objectif d'autonomie et d'émancipation individuelle et politique. Donc pour aller très vite, donc l'objectif de cette thérapie, qui est donc cette autonomie et la conscience féministe, devrait notamment être atteint par la prise de conscience des rapports de pouvoir qui structurent la société. Et dans cette perspective, en fait, la plainte qui est amenée en thérapie, qui est en général une souffrance individuelle, donc cette souffrance est une manifestation d'un sentiment d'impuissance, le plus souvent justifié, mais c'est égal, c'est un sentiment d'impuissance, et c'est cette prise en compte de ce sentiment d'impuissance et cette prise en charge par les personnes en thérapie qui constitue le processus d'émancipation. Je dis bien par les personnes en thérapie, puisque dans cette approche, la relation thérapeutique doit être construite comme égalitaire, n'opposant pas quelqu'un qui souffre à un expert qui aurait un savoir particulier à délivrer, mais une forme de soutien dans le développement de cette prise de conscience. Je vais le détailler plus, mais voilà. Donc, dès le début de cette proposition thérapeutique, certaines féministes n'ont évidemment pas tellement vu d'un bon œil le fait qu'on développe un discours thérapeutique justement sur l'émancipation des femmes. Et donc, je résumerai là quelques remarques qu'elles font sur cette médicalisation finalement de la conscientisation féministe. Donc, la première remarque, c'est celle qui découle d'une analyse matérialiste des institutions comme produit de rapports de force, donc les féministes radicales en particulier, qui partagent l'analyse critique du rôle des institutions dans l'oppression des femmes, contestent la possibilité de modifier l'institution patriarcale que représente la psychothérapie, sans changer globalement les rapports sociaux de sexe.
Elle juge donc cette psychothérapie comme étant intrinsèquement oppressive et ne pouvant être modifiée juste par une bonne volonté féministe. Dans le même ordre d'idées, disons, on a la critique du fait que les femmes auraient besoin d'une aide extérieure, professionnelle, donc quand même experte d'une certaine façon, pour s'émanciper, qui est évidemment jugée comme contradictoire même du principe d'émancipation. Cette critique de la thérapie, quand même, montre qu'elle s'adresse à une conception de la relation thérapeutique qui est asymétrique, paternaliste, et qui justement se base sur une expertise des thérapeutes qui les légitime à exercer une autorité sur les patients. Donc c'est une description de la thérapie qui correspond à ce qui se pratiquait dans les années 60 aux États-Unis et ailleurs, mais c'est le pari justement des thérapeutes féministes de changer et de renverser cette représentation et ce processus. Et d'ailleurs, je dois dire que ce n'est pas que les thérapeutes féministes ont essayé de changer ce modèle thérapeutique. Il y a toute une série d'autres courants que je ne peux pas énumérer ici, mais qui ont aussi surgi dans les années 60, notamment de critique de cette institution telle qu'elle était pratiquée à l'époque. Et le second aspect des critiques féministes, là, sur la médicalisation, consiste à opposer finalement la lutte féministe et l'émancipation politique à la thérapie et l'émancipation individuelle. C'est cet aspect, donc, devrait contribuer à oui, voilà, donc renforce cette médicalisation, puisque l'intention explicite de la thérapie féministe qui est de dépathologiser finalement l'expérience des dominés, puisque c'était un des reproches adressés à l'institution dominante psychiatrique, c'est-à-dire d'avoir une approche beaucoup trop individualiste et donc de pathologiser systématiquement l'expérience, par exemple, des femmes victimes de violences, qui exprimaient une souffrance psychique et donc qu'on psychanalysait pour aller rapidement, plutôt que d'inscrire ça dans des rapports sociaux de sexe, etc. Et donc, cette volonté de dépathologiser cette expérience serait démentie par le fait même d'être dans un cadre thérapeutique, puisqu'on a quand même des psys et des patients. Donc ça, c'est la première chose. Et l'argument des féministes qui émettent cette critique dit que les problèmes des femmes sont politiques, donc c'est politiquement qu'on doit les régler, et donc pas dans un espace thérapeutique. Le corollaire de cette première remarque, c'est que la psychologisation que produirait la thérapie pourrait être la source d'une limitation de la mobilisation collective, pour aller très vite. C'est un peu caricatural, mais voilà en gros les remarques principales qui étaient adressées au début à ce mouvement. Donc, je reviendrai rapidement sur ces critiques en faisant des remarques sur trois aspects. Le premier aspect, c'est la question du rapport justement entre émancipation collective et individuelle. La façon dont l'émancipation individuelle nuirait à l'émancipation collective et politique n'est néanmoins pas évidente. On l'a dit, on a parlé de ces groupes de conscience, du slogan « le personnel et politique », etc. Le partage de l'expérience personnelle et l'inscription finalement dans le privé des rapports sociaux fait partie quand même du processus d'éveil de la conscience féministe depuis longtemps. Donc on peut quand même imaginer que la thérapie, et là je dis la thérapie, ça peut être la thérapie individuelle, mais ça peut être la thérapie de groupe, donc c'est pas nécessairement dans un espace interpersonnel strict, ça peut être beaucoup plus large, il y a différentes modalités. Donc, bref, c'était une première remarque. Et la reconnaissance quand même de souffrance réelle et importante dont souffrent certaines personnes montre bien que dans certaines situations non plus, on ne peut pas attendre que les gens se mobilisent politiquement, plutôt selon leur état de santé, on dirait, psychique.
Donc c'est aussi important de pouvoir offrir une réponse thérapeutique, dans certains cas quand même, à des personnes. Ça c'est le médecin en moi qui fait cette remarque. Enfin, donc moi j'aurais tendance à vouloir considérer la thérapie féministe plutôt comme une alternative aux pratiques sexistes en psychothérapie, qui reste quand même, la psychothérapie, une institution très bien institutionnalisée, qui a plutôt tendance à se développer dans nos sociétés, mais qu'il était déjà énormément aux États-Unis au moment où le mouvement a été créé. Mais c'est pas pour rien que ça arrive aux États-Unis, c'est parce que la psychothérapie était une pratique beaucoup plus développée dans ce pays-là que par exemple en France, l'Europe continentale en général. Donc cette institution qui reste présente continue à produire des effets, et notamment à participer au système patriarcal. Et donc on peut considérer que la thérapie féministe, plutôt qu'une alternative à la lutte, est quand même plutôt une alternative thérapeutique à la proposition dominante. L'autre chose que j'ai mentionnée avant sur la question de la modification de la relation thérapeutique revient dans la question de l'émancipation collective et individuelle. Chez certains auteurs, elle est souvent liée. Je ne vais pas pouvoir vous citer toutes les personnes qui ont travaillé cette question, mais vu qu'on est dans un congrès qui se veut quand même un peu marxiste, je citerai quand même tout le travail qui a été fait et toutes les questions qui ont été posées sur la question de l'aliénation et le parallèle de l'aliénation psychique et de l'aliénation sociale, enfin, bref. Et donc, il y a des auteurs comme Lucien Sèvres, Jean Houry, etc. Et je cite ces deux-là puisque ce n'est pas du tout les mêmes... le même domaine, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des théoriciens politiques qui se sont posé la question et des praticiens comme Jean Houry qui se sont dit comment je joins finalement ma pratique militante et une certaine pratique clinique en l'occurrence, et que je lis ou pas ce concept d'aliénation avec l'émancipation donc individuelle, thérapeutique, d'une maladie ou d'autres rapports sociaux. Alors là, c'est un peu brouillon comme je vous présente ça, mais c'est juste pour dire que cette question se retrouve dans toute une série de réflexions dans des champs quand même assez différents. Il y a aussi, c'était aussi une question soulevée par Franco Basaglia ou, dans une certaine mesure, par Castor Davis. Je pense quand même que chez ces auteurs, on retrouve cette question de l'émancipation individuelle et collective. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est intéressant dans la démarche pratique que représente la thérapie féministe. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Sinon, je dirais que, comme autre remarque aux critiques, au débat entre les thérapeutes féministes et les autres féministes critiques, c'est qu'on peut considérer aussi que ces critiques sont essentiellement d'ordre stratégique, c'est-à-dire, j'ai déjà dit, mais quelle place prend la thérapie féministe par rapport à la lutte ou par rapport aux autres pratiques thérapeutiques. Et ce qui est notamment intéressant, c'est qu'une des critiques féministes de la thérapie féministe, qui est elle-même psychologue d'ailleurs, trouve contradictoire que ses camarades de lutte aillent quand même chez le psy, et qu'elles soient toutes en analyse ou ailleurs. Et en fait, je trouve que c'est vraiment l'illustration que cette remarque ne tient pas vraiment, puisque précisément ces camarades de lutte sont aussi en thérapie, donc, mais elles sont aussi camarades de lutte. Donc il n'y a pas, dans l'expérience qu'elle a elle-même, il n'y a pas de contradiction dans la pratique, dans l'engagement de ces personnes, c'est-à-dire je ne vais pas soit m'engager dans une psychothérapie, soit m'engager dans une lutte politique. Souvent, on peut faire les deux assez allègrement. Évidemment, la psychothérapie ne mène pas nécessairement à la lutte politique. Le rapport inverse peut-être un peu plus souvent, mais ça, peut-être on en discutera après. Enfin,
j'adresserai quand même une critique moi-même aussi aux thérapeutes féministes que je n'ai pas encore beaucoup lu dans les critiques féministes. C'est quand même le danger de transformer l'idée de capacité d'action et d'émancipation en un processus totalement individuel et plutôt même individualiste. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire le procès des thérapeutes féministes parce qu'elles-mêmes fonctionnent collectivement. C'est quand même un mouvement qui a une association, qui a un lobby interne à la psychologie et à l'institution psychothérapeutique. Mais c'est vrai que en tenant ce discours sur la santé, la santé psychique des femmes, en traduisant la souffrance qui peut résulter des rapports de domination en problèmes qu'on peut régler par la psychothérapie, c'est développer quand même un discours de santé publique, quelque chose qu'on retrouve par exemple dans les violences faites aux femmes qui deviennent tout à coup ces dernières années un problème de santé publique. Alors, c'est vrai que c'est une atteinte à la santé des femmes, etc., mais on voit que ça devient plus facile politiquement d'arriver avec des arguments sanitaires, disons, qu'avec simplement des arguments de rapport de force en disant, enfin, de dénonciation de la domination, si on veut. Vous voyez ce que je veux dire, il y a toute une série dans la société de droit, c'est plus facile, disons, c'est pas encore facile, mais c'est plus facile de faire valoir un droit à la santé, donc de dire ce que vous me faites me rend malade, donc il faut arrêter de me rendre malade. C'est le même problème dans le cadre des rapports de travail. On a tout un discours sur la souffrance au travail, sur la santé au travail, les syndicats notamment s'occupent beaucoup de ça. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire là-dessus, mais simplement c'est quand même une transformation du discours d'une oppression à des conséquences sur la santé, qui est quand même une individualisation aussi du problème, parce que même les salariés, les femmes, etc., ils sont malades, donc on est dans une expérience individuelle de la maladie, il y a encore peu d'expérience collective de la maladie aussi. Et donc on est de nouveau dans cette logique des droits, de réparation individuelle, de judiciarisation, etc. Pour moi, disons, pour la question qui était posée aussi aujourd'hui, c'est-à-dire penser l'émancipation, je dirais que c'est vraiment cette transformation pour une certaine frange, disons, militante, de la lutte qui était franchement politique à une lutte sanitaire, donc pour le droit à la santé des femmes plutôt que pour les droits des femmes, si on veut. Et encore, on peut discuter de la question des droits, mais ça c'est une... Peut-être laisser la place à la discussion. Voilà, moi je vais m'arrêter là, c'était juste pour faire une série de remarques pour ouvrir le débat.